Bonsoir, ce soir je reçois Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero est né à Béthune dans le Nord-Pas-de-Calais le 30 juin 1959 d'un père espagnol et d'une mère d'origine espagnole également, mais naturalisée française. Jean-Luc Romero a de nombreuses activités aussi bien politiques qu'associatives et toutes sont tournées vers un seul but, l'humain. Il est le premier homme en France à avoir révélé sa séropositivité en mai 2002 dans un livre Virus de vie. Défenseur du mariage pour tous, il s'est marié le 27 septembre 2013 avec Christophe Michel, union célébrée par le maire de Paris. En politique, il est conseiller régional d'Île-de-France, apparenté au Parti socialiste depuis 1998, réélu en 2004 et en 2010, ancien secrétaire national de l'UMP et du Parti radical. Jean-Luc Romero, de moins en moins en phase avec l'UMP, quitte ce parti en 2006. Pour les régionales de 2010, il soutient Jean-Paul Huchon. Il est vice-président de la commission des affaires sociales de la région Île-de-France en 2002, conseiller municipal de Bobigny dans le 93 de mars 1989 à mars 2001, dont président du groupe d'opposition Bétheny Renouveau de mars 1989 à mars 2001. Et il a été élu l'homme politique de l'année en 2001 par les électeurs de VSD. Il est aussi un ancien président fondateur du parti politique Aujourd'hui Autrement, puis président d'honneur. Président de l'Association française des collaborateurs parlementaires de 1988 à 1998, puis en 1998 président d'honneur. Pour l'égalité des droits, Jean-Luc Romero est aussi militant depuis de nombreuses années pour l'égalité homo-hétéro. Il fut le premier homme politique à être outé par un magazine gay alors qu'il devait faire son coming out quelques semaines plus tard dans un quotidien du soir. Il a combattu avec force les propos homophobes, soit pénalisés en France comme tous les propos racistes. Auteur du livre On m'a volé ma vérité et Homo politicus, comme ils disent, sur ce sujet. En tant que président du CRIPS d'Île-de-France, il combat l'homophobie et la sérophobie auprès des jeunes. En 2012, il fut le président d'honneur de la Fierté de Montréal au Québec. En janvier 2012, il présente son futur mari au président de la République après un rendez-vous des anti-mariages gays. Dans la lutte contre le VIH-Sida, il est le président fondateur de l'association Élus locaux contre le Sida depuis 1995. Cette association regroupe plus de 15 000 élus de toutes tendances afin de mobiliser et d'inciter les élus français à s'investir dans la lutte contre le sida et la réduction des risques chez les toxicomanes. Son activité de militant de la lutte contre le sida lui a permis d'être nommé en 2005, puis en 2011, par le Premier ministre, membre du Conseil national du sida, agence gouvernementale dont le but est de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au gouvernement toute proposition utile. Il est aussi président du CRIPS d'Île-de-France, comme je le disais tout à l'heure, instance de lutte contre le sida de la région Île-de-France, en charge notamment de la formation des lycéens, très important. Il fait aussi président du collectif SIDA, Grande Cause Nationale, en 2005. En 2011, il reçoit le MDV Award pour son combat contre la lutte contre le sida. Et en 2012, il est lauréat du prix Claude Torango pour son combat contre le sida et la séropositivité au Québec. Donc en 2000, évidemment, il déclare son homosexualité. Évidemment, on le connaît beaucoup plus par son combat pour la fin de la vie dans la dignité. Jean-Luc Romero, donc, est vice-président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité depuis 2007, ancien vice-président. Forte aujourd'hui de plus de 51 000 membres en France, l'ADMD a été créée en 1980. Elle se bat pour que chacun puisse décider de sa propre mort à partir du moment où sa dignité lui semble gravement remise en cause. L'ADMD a d'origine de nombreuses avancées dans le domaine de la fin de vie. Elle milite pour une légalisation de l'euthanasie. Il est ancien directeur au board de l'ONG mondiale World Federation of Night to Die Society et a été à l'origine de la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité du 2 novembre. Il a publié Les voleurs de liberté et Monsieur le Président, laissez-nous mourir dans la dignité. On va évoquer ce livre évidemment dans l'interview à suivre. Et vous l'avez beaucoup vu à la télé il y a quelques temps, justement en janvier, en début d'année, parce qu'il c'était l'ancien président du comité officiel de soutien à Florence Cassé en 2009, à janvier 2013. Jeune Française innocente, justement emprisonnée depuis 2005 au Mexique. Florent Cassé est aujourd'hui libéré et en France, de retour en France depuis janvier 2013. Voilà. Donc, il écrit un certain nombre de livres, comme je le disais, Homo politicus, comme ils disent, sur l'histoire des relations entre homosexualité en politique en France et dans le monde depuis 50 ans. C'est sorti en mai 2011. Les voleurs de liberté sur le combat d'une vie sur la légalisation de l'euthanasie, donc sorti en 2009 et réédité en mars 2012 aux éditions Esprit Frappeur avec une préface de Noël Châtelet et une postface 2009-2012. Il prépare avec Alexandre Denzer une documentaire Homo politicus dont la diffusion est prévue fin 2012 sur LCP Assemblée nationale. On l'accueille tout de suite à l'antenne.
Bonsoir Monsieur Romero, merci d'avoir accepté cette interview. Merci, bonsoir. Première question, qu'est-ce qui vous a amené à défendre la liberté du droit de mourir dans la dignité? Et très jeune, j'ai été confronté à la mort de beaucoup d'amis puisque c'était le début de l'épidémie de sida et j'ai vu des jeunes de 20 ans, 25 ans mourir dans des conditions incroyables et demander à ce qu'on soulage leur souffrance et c'est vrai que ça m'a profondément marqué et je me suis dit que je ne voudrais jamais vivre une fin de vie comme ça et que les gens que j'aime ne devraient pas avoir le droit d'avoir une fin de vie aussi terrible et donc ça m'a poussé à m'engager très jeune dans le combat pour le droit de mourir dans la dignité. D'accord. Justement, il y a un livre qui est sorti en septembre dernier, qui s'appelle Laissez-nous mourir dans la dignité, qui est sorti aux éditions Gosowicz. Quel est le message finalement de ce livre? En fait, ce livre, c'est une lettre ouverte au président de la République, aux parlementaires et puis en fait à tous les Français pour leur dire que maintenant il faut arrêter de tergiverser, que chacun doit pouvoir choisir les conditions de sa fin de vie, que c'est notre ultime liberté et que dans une République laïque, il n'y a aucun principe qui peut empêcher quelqu'un d'avoir ce libre choix. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas celui qui meurt qui décide, c'est souvent ceux qui sont autour du lit, que ce soit les héritiers, que ce soit les soignants. Moi, dans ce livre, je demande à ce qu'on change de logique. Celui qui doit décider, c'est celui qui meurt. Il faut qu'on arrête d'infantiliser les personnes en fin de vie, parce qu'on a parfois l'impression dans notre société que quand on est à nos derniers jours, on n'est plus un citoyen. C'est-à-dire que voilà, on ne serait plus capable de décider ce qui est le mieux pour nous. Moi, j'ai suffisamment vu malheureusement de gens mourir pour savoir que malgré la souffrance, malgré les douleurs, et ils étaient capables de savoir ce qui était bon pour eux et que quand ils le souhaitent, oui, c'est à eux de décider. Et donc ce livre, en fait, c'est un appel pour qu'on respecte enfin chacun d'entre nous et qu'on mette au centre de la décision en fin de vie le patient. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, vous pensez pas qu'il faudrait créer un système qui permette aux personnes, par exemple comme le don d'organes, de pouvoir se déclarer auparavant de manière officielle auprès d'une agence gouvernementale ou d'un organisme? Oui, bien sûr, vous avez raison, mais ça existe déjà, ça s'appelle les directives anticipées, vous pouvez écrire, certains écrivent leur testament, et bien en même temps, vous pouvez aussi écrire des directives anticipées, vous indiquez ce que vous souhaitez pour vous en fin de vie. Donc ça, c'est reconnu dans la loi de 2005 en France, la seule chose, c'est qu'elles n'ont pas une valeur obligatoire, c'est-à-dire que si vous êtes plus conscient, par exemple, et vous avez écrit des directives anticipées, vous avez même choisi une personne de confiance qui peut parler à votre place, eh bien les médecins vont l'écouter, sauf que c'est eux qui vont décider à la dernière minute. Et nous, on souhaite que ce soit la volonté du patient qui décide. Et il y a de toute façon deux situations. Il y a la situation qui est la situation majoritaire, où vous êtes capable de dire, parce que beaucoup de gens, en fin de vie, malheureusement, il y a à peu près 150 000 personnes qui meurent de cancer tous les ans, beaucoup sont conscients. Donc là, vous pouvez le dire vous-même, et en même temps, si vous n'en êtes plus capable, c'est pour ça qu'il faut écrire tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a évidemment toute sa tête à soi pour qu'on soit respecté, en tout cas dans ces derniers jours. D'accord, ouais. Mais ça reste quand même un écrit sous seing privé finalement, et pas quelque chose. Enfin, c'est officiel, c'est reconnu, mais pas au même titre que les agences pour le don. Non, mais c'est ce qu'on réclame nous aussi justement, et je l'explique assez longuement dans mon livre. C'est que ces directives anticipées soient dans un fichier national qui puisse être consulté par tous les médecins quand vous arrivez aux urgences d'un hôpital pour qu'on connaisse votre volonté. Et ça, c'est ce qui a été refusé jusqu'à présent par Monsieur Leonetti, qui était ce parlementaire qui s'occupait de ces questions pendant 10 ans pour l'UMP et qui a vraiment tout fait pour que ce ne soient pas les personnes qui décident, mais les gens qui sont autour du lit. Oui, bien sûr. Pensez-vous que dans la société actuelle, les citoyens, les élus soient prêts à voter une telle loi pour donner la liberté finalement à chacun de choisir sa fin de vie? Alors c'est vrai que ça a été la chose la plus compliquée ces dernières années, c'est que on a vu des Français très favorables à une loi d'ultime liberté, puisque le dernier sondage qui a encore été fait début novembre donne 92% des Français favorables à l'égalisation de l'euthanasie, et on a toujours eu au Parlement une opposition. C'est-à-dire qu'il y a eu la conjonction de ce que moi j'avais appelé dans un de mes précédents livres les voleurs de liberté, c'est-à-dire de ces députés qui sont en même
même temps grand mandarin, grand médecin dans des hôpitaux et qui s'y oppose totalement, et de ces députés et sénateurs pro-life qu'on a beaucoup entendu pendant les débats sur le mariage pour tous et qui ne veulent surtout pas d'une loi qui irait en contradiction avec leurs valeurs religieuses, alors qu'une loi qui légalise l'euthanasie, ça respecte tout le monde, puisque personne n'est obligé, évidemment, de demander à abréger ses souffrances et à abréger sa vie. Mais ces gens-là veulent qu'on soit quelque part dans une espèce de théocratie et ne veulent rien entendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, une majorité qui est prête à voter cette loi. Encore faut-il maintenant que le gouvernement la mette à l'ordre du jour. Oui, c'est sûr. Oui. On a reçu justement récemment la représentante de votre association au niveau local et on avait évoqué justement cette question du fait que de l'opposition que cette personne avait avec notamment certains représentants des partis de Christine Boutin, notamment qui mettaient sur le même plan religion finalement et liberté individuelle. Comment sont vos rapports finalement avec tous ces gens-là qui étaient également opposés au mariage pour tous et qui prônent plus la religion finalement que l'intérêt de chaque individu ou l'intérêt général, enfin si on peut dire ça comme ça? Moi, ce qui m'ennuie chez ces individus, c'est que moi j'accepte leurs opinions. Et je veux qu'ils soient respectés, que leur liberté de conscience soit respectée. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'elle s'impose à tout le monde. Parce qu'on n'a pas dans une république laïque à imposer ces principes religieux. Ils doivent être respectés, c'est ça la laïcité, et ils le sont. À l'Église, d'ailleurs, il suffit d'entendre les évêques à longueur de temps réagir à tous les débats, ils ont le droit d'y participer, mais c'est pas leurs principes qui doivent s'imposer, c'est ça le grand problème, c'est qu'ils voudraient nous imposer leurs principes religieux. Je rappelle que dans une république, on vote des lois dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt d'une catégorie particulière, qu'en plus la mort concerne 100% d'entre nous et pas seulement les catholiques, et que donc il serait quand même temps qu'ils comprennent que une loi de toute façon qui légalise l'euthanasie les protège, puisque elle est plus protectrice qu'aujourd'hui, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a des euthanasies illégales, que des gens sont même aidés sans rien demander. Et donc ces lobbies et ces Christine Boutin devraient souhaiter notre loi parce qu'elle mettra comme première condition la volonté de la personne, et donc toutes ces personnes qui veulent mourir le plus tard possible seront respectées, mais en tout cas ils n'ont pas à imposer, et c'est ça tout le problème de notre société aujourd'hui. On voit des minorités religieuses qui aujourd'hui voudraient qu'on revienne au Moyen-Âge. S'ils veulent être au Moyen-Âge pour eux, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne l'obligent pas aux autres. Oui, bien sûr. Dernière question. La situation de la France à l'heure actuelle, c'est-à-dire le président et le Premier ministre qui sont autour de 15% d'opinion favorable, vous inquiète-t-elle, et notamment la montée de la xénophobie, de l'intolérance, de ces mouvements extrémistes? La montée en tout cas de la xénophobie, de l'homophobie aussi. Moi-même j'ai porté plainte suite à des comptes terribles qui m'insultent sur Twitter, qui appellent à ma mort, etc. J'ai jamais vu autant de haine qu'actuellement. Et j'ai l'impression qu'on passe son temps à opposer les gens les uns aux autres. Et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. J'ai jamais vu ça. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un phénomène qui est assez incroyable. Moi, je regardais ces derniers jours Wauquiez à la télévision et j'étais très surpris d'entendre ce qu'il disait parce que, en gros, il montrait du doigt les gens les plus pauvres, ceux qui vivent au RSA, comme si ces gens-là étaient quelque part des espèces de privilégiés. Et je trouve qu'il y a une tendance en ce moment où maintenant on jalouse les gens qui ont moins. Ça a commencé avec le mariage pour tous, où on avait des manifestants qui en gros avaient le droit de se marier et le refusaient aux autres. Sur encore une fois de plus des principes qui étaient totalement religieux et pas du tout pas laïques. On l'a vu avec tous ces élus qui se sont mis maintenant à nous dire que l'aide médicale d'État qui est donnée aux étrangers illégaux, qu'en gros ces étrangers étaient mieux soignés que les Français. Et puis maintenant on l'a en nous disant que les gens qui vivent au RSA quelque part, ils sont une plaie pour la société, voire un cancer comme certains l'ont dit. Et je trouve ce mouvement très très inquiétant avec des gens qui le croient. Qui peut croire aujourd'hui que la plupart des gens qui sont au RSA sont contents d'y être et ne font rien pour s'en sortir? Qui peut croire qu'un étranger, que le sort d'un étranger sans papier
qui a dû fuir son pays pour un certain nombre de raisons est enviable. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de voir que aujourd'hui, il y a une espèce d'intolérance généralisée et de jalousie généralisée, et pas jalousie simplement vers les gens qui ont plus, mais vers les gens qui ont encore moins que soi. Et tout ça est très très inquiétant dans notre société. J'espère que on va se sortir de cette période difficile parce que voilà, enfin moi en tout cas dans ma vie, et je suis un militant de beaucoup de causes depuis très longtemps, j'avais jamais vu une telle atmosphère avec autant de gens qui s'opposent, autant de haine, autant de jalousie, et ça c'est franchement pas sain dans une démocratie. Oui, oui. Espérons bien sûr que l'intérêt général prime et que les divisions ou chercher des victimes ou des boucs émissaires ne soit pas la solution finalement à la crise ambiante ou la crise mondiale, en tout cas économique et sociale. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Romero pour nous avoir un petit peu expliqué le sujet de votre livre et nous donner quelques opinions sur l'actualité. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.